Je m'intéresse aux matières premières et donc aux métaux rares depuis une dizaine d'années. Et j'ai pas mal voyagé sur le terrain pour écrire ce livre dans plusieurs continents, dans une douzaine de pays, avec toujours une question en tête, une question qui me taraude toujours un peu, parce que j'ai pas forcément bien la réponse, et je vous la pose. Par quelle ressource est-ce qu'on va bien pouvoir remplacer le pétrole? Et cette question, elle est fondamentale parce que nous vivons une transition, ça c'est le bouquin, une transition énergétique et écologique qui a connu un formidable coup d'accélérateur en 2015, vous en rappelez, avec la signature des accords de Paris, la fameuse COP 21. Et ces accords de Paris, ils partent du constat indiscutable que la Terre, que le climat se réchauffe, que l'homme a une très large part de responsabilité dans ce réchauffement climatique, et si l'on veut essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, il va falloir qu'on réduise drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont générées, comme vous le savez, par les énergies, par les ressources fossiles que l'on brûle, charbon, pétrole, et il faudrait peut-être passer à d'autres technologies qu'on appelle vertes, comme les éoliennes, comme les panneaux solaires, comme les voitures électriques. Et cet âge plus vert promet d'être plus durable, et c'est aussi un âge post-pétrole qui promet d'être peut-être plus solidaire, plus apaisé d'un point de vue géopolitique, puisqu'il ne faudra pas courir après quelques pétromonarchies du Golfe pour aller s'approvisionner avec ce pétrole si stratégique. Simplement, toute transition énergétique dans l'histoire, qui est aussi une transition industrielle, a besoin d'une ressource particulière pour devenir réalité. Première transition énergétique de l'histoire, première révolution industrielle, 18-19e siècle, on lance à grande échelle, on multiplie les machines à vapeur. Simplement, pour faire fonctionner une machine à vapeur, il faut du charbon. Et puis au XXe siècle, on fait mieux que la machine à vapeur, on invente le moteur à combustion interne, ce moteur qui sort notamment des voitures, des Forte, de la marque Ford à Détroit en 1908, l'usine de Piquet, et pour cela, il ne faut plus du charbon, mais dans le réservoir, il faut du pétrole. Et puis nous basculons dans cet âge merveilleux de technologies vertes, durables, qui nous promettent beaucoup de bonnes choses d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, des emplois verts, d'un point de vue géopolitique. Peut-être qu'effectivement, comme je vous le disais, les équilibres géopolitiques post-pétrole promettent d'avoir un monde un peu moins sous tension, puisqu'on aura en proportion de nos besoins moins besoin de pétrole. Simplement, pour ces technologies-là, il faut des métaux. Et il faut beaucoup de métaux pour fabriquer des technologies vertes. Des métaux abondants, le fer, le cuivre, le magnésium, l'aluminium, le zinc, sont des métaux dits abondants et qui rentrent dans de grandes proportions dans ces technologies dites vertes et bas carbone. Et puis vous trouvez également dans ces technologies des métaux dont on parle très peu, et pour certains et certaines d'entre vous, ça va être la première fois que vous entendez ces mots-là, des métaux rares. Dits rares parce que c'est des métaux qui sont beaucoup plus rares dans l'écorce terrestre que les métaux abondants. Ils sont 1000, 2000, 3000 fois plus rares. Et donc on les appelle rares, même s'ils ne sont pas vraiment rares, mais on pourrait y revenir. Ces métaux sont dits stratégiques, ils ont des applications stratégiques. Ces métaux sont dits critiques parce qu'il y a une tension entre l'offre et la demande du fait de leur rareté géologique relative qui peut amener à des situations de pénurie. Et tous les 3 ans, depuis 2011, la Commission européenne nous informe qu'il y a un certain nombre de métaux dits critiques, donc qui sont pour la majorité d'entre eux à la fois stratégiques et rares. Et ces métaux critiques, on découvre leur existence en 2011 lorsque la Commission européenne dresse une première liste. Et c'est ainsi que je vous présente officiellement cette étonnante galaxie des métaux rares avec des mots souvent que vous ne connaissez pas, comme l'antimoine, le beryllium, cobalt un peu plus connu, platinoïde. Les terres rares, qui est une classe de métaux rares et qui se subdivise en une quinzaine de métaux, comme l'europium, le samarium, le néodyme. 2014, la Commission européenne se remet à l'ouvrage, réédite cette liste de métaux dits critiques, et c'est ainsi qu'on voit apparaître d'autres métaux et minerais, et notamment par exemple du silicium, qui n'est pas du tout rare. Le silicium c'est du sable, c'est très présent dans l'écorce terrestre, mais pour faire du silicium métal, c'est un processus industriel très long, très complexe, très énergivore, et il n'y a pas forcément suffisamment d'outils industriels pour répondre à la demande de silicium, sachant que le silicium, il en faut pour les panneaux solaires. Et donc pour ceci, ces métaux sont également, même le silicium, ces minerais, peuvent être considérés comme critiques. 2017, on continue, toujours plus de matières premières. On commence à regarder d'ailleurs, intéressant, des matières premières agricoles.
Le caoutchouc peut être critique, étonnant, moi-même je ne le savais pas. Et en 2018, les Américains également s'y mettent. Et on voit apparaître en 2018 dans la liste des Critical Minerals aux États-Unis, eh bien, d'autres métaux qui n'apparaissaient pas comme rares pour la Commission européenne, mais les Américains ont leurs propres besoins spécifiques et leurs propres tensions. Et on y voit notamment le lithium pour les batteries de voitures électriques ou bien l'étain pour les téléphones portables. Il n'y a pas de transition verte sans métaux et sans métaux rares. Ces métaux ont des propriétés exceptionnels, chimiques exceptionnels. Ils sont recherchés parce que pour une masse extrêmement limitée dans une technologie, eh bien, ils permettent d'avoir une puissance qui permet de rendre cette technologie beaucoup plus efficiente, 5, 10, 15, 20 fois plus efficiente que si on avait recours à un vulgaire métal de base. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez par exemple une voiture électrique, qui est un peu l'emblème des technologies vertes, cette voiture contient des métaux abondants, le cuivre, l'aluminium, magnésium, mais elle contient ces fameux métaux rares. Le lithium est considéré comme rare, le cobalt également. La batterie occupe tout le fond du véhicule et il faut ces métaux, notamment le lithium qui est très léger, pour fabriquer cette batterie qui est un petit peu qui remplace le réservoir à essence. Et le lithium est recherché pour faire des batteries les plus légères possibles. Et les batteries, comme vous le savez, l'idée c'est qu'elles soient toujours en autonomie. Le moteur de la plupart des voitures électriques, il y a quelques exceptions, mais le moteur est composé d'un aimant. Et c'est un aimant qui est fait à base de dysprosium et de néodyme, surtout du néodyme. Et pareil, ce sont des métaux rares. Et ce moteur à aimant permanent, c'est la spécificité de la voiture électrique. Le moteur n'est pas un moteur à aimant permanent, c'est un moteur à piston classique pour la voiture thermique. Comprenez bien que la transition énergétique est aussi une transition numérique. La fameuse Smart City, le fameux Smart Grid, ce compteur Linky ou ce compteur Gaspard qui aujourd'hui est installé dans nos foyers, ce sont des outils numériques qui permettent de faire de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que ça permet de mieux allouer l'électricité produite dans les réseaux, de mieux l'allouer à travers les réseaux pour qu'elle arrive au bon endroit au bon moment. Et grâce à ça, on peut faire des économies d'électricité. Et donc, on ne peut pas... Aujourd'hui, on pense de plus en plus à coupler ces technologies-là et à coupler les technologies vertes avec des algorithmes, avec des technologies numériques pour améliorer, accélérer cette transition énergétique. Et quitte à vous parler de technologies numériques et de métaux rares, parlons de ce que vous avez dans la poche. Parce que vous avez tous des métaux rares sur vous, dans votre téléphone portable. Vous avez plein de métaux dans les téléphones portables, mais il y en a deux rares que vous avez en particulier, c'est notamment le néodyme. Et le néodyme, il est nécessaire parce qu'il intervient dans l'aimant de votre téléphone portable. L'aimant, c'est ce qui vibre quand votre téléphone portable est sur mode vibreur. Et cet aimant est tout petit, et il est fait notamment à partir de néodyme. Et l'aimant serait beaucoup plus gros si ce n'était pas du néodyme, et vos téléphones beaucoup plus gros. Et il y a un autre métal rare que j'aime bien, c'est l'indium. L'indium qui recouvre sous forme d'oxyde, sous forme de poudre, la surface de vos écrans, et c'est ce qui fait que vos écrans sont tactiles. Et personne n'imaginerait de revenir à l'âge d'avant les écrans tactiles. Moi, je l'ai vécu, pas vous, et je peux vous dire que c'était le Jurassique, et ça, vous n'avez pas envie de dire le Jurassique, c'est vachement mieux de pouvoir envoyer des SMS directement sur les écrans tactiles. Donc vous voyez, vous êtes entouré de métaux rares, en des proportions extrêmement infimes, vous ne vous en rendez pas compte, personne n'a démonté son téléphone, et pourtant, ces métaux, ils sont indispensables à votre vie quotidienne. Et vous ne le savez pas. Il en faut de plus en plus. Vous voyez, entre le bon vieux téléphone des années 50, celui des années 80, le GSM qui faisait la taille d'une brique, et celui d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éléments de la table de Mendeleïev qui sont mobilisés pour fabriquer des technologies numériques plus complexes, qui servent pas seulement à téléphoner d'ailleurs, les téléphones aujourd'hui ont diverses applications, c'est ce qui explique aussi qu'ils soient plus complexes. Ces éléments de la table de Mendeleïev, et notamment des minerais et des métaux, on les met dans le téléphone, on les mélange, on fait des alliages, et ça augmente les propriétés de la matière. Et si les technologies numériques sont plus complexes avec le temps, eh bien ça vaut aussi pour les technologies vertes. Et si vous regardez ces technologies vertes telles qu'elles ont évolué depuis, la technologie tout court de l'énergie, pardon, telles qu'elles ont évolué depuis 2 ou 3 siècles, 4 siècles, vous voyez qu'il y a une complexification à mesure que nous progressons, et une complexification des technologies jusqu'aux technologies vertes actuelles, qui sont plus complexes parce qu'elles sont faites de davantage d'éléments et toujours plus mélangés les uns aux autres. Et donc il faut une plus grande variété de métaux, et il en faut en plus grande quantité. Il faut beaucoup plus de métaux
pour fabriquer les technologies vertes par rapport aux technologies de l'âge thermo-industriel. Et ce que vous voyez, ce sont les chiffres de multiplication de production de métaux qui sont attendus pour fabriquer des voitures électriques d'ici 2030 par rapport à 2017. 2017, 2 millions de voitures électriques dans le monde, 2030, 150, 200 millions. Et donc l'industrie de l'électromobilité sait déjà que pour fabriquer toutes ces voitures, il va falloir qu'elle multiplie ces besoins en différentes matières premières minérales vont être multipliés pour fabriquer ces nouvelles voitures électriques. Et ainsi, on peut déjà conjecturer que l'industrie de l'électromobilité va avoir besoin de nickel, d'aluminium, de cuivre, de lithium, de manganèse, en des quantités beaucoup plus importantes. Donc vous voyez un petit peu le contexte, enfin la question. On veut essayer de moins dépendre du pétrole, et c'est une très bonne chose, mais d'un autre côté, on remplace ce réservoir à essence par autre chose. On le remplace par cette fameuse batterie qui contient ces minerais, et en fait, on déplace le problème, puisqu'en fait, nous essayons de nous désaccoutumer à ces matières premières fossiles, mais nous les remplaçons par une autre accoutumance à des métaux rares. C'est un peu comme si je suis cocaïnomane et je me dis je vais essayer de faire une cure, je vais m'arrêter et je vais remplacer la cocaïne par de l'héroïne. C'est un petit peu ça. Nous allons avoir besoin d'énormément de minerais pour compenser finalement cette moindre consommation de pétrole. Et donc nous basculons d'une dépendance à une autre. Alors, vous comprenez que cet âge de métaux rares et cet âge de métal dans lequel on arrive, ce siècle de métal, c'est un siècle qui permet cette transition énergétique. Et pourtant, le mot métal, le mot minerai, le mot ressources minérales, ces mots-là ne sont pas prononcés une seule fois dans les 29-30 pages de l'accord de Paris. Et moi, je suis journaliste, et je me suis posé ces questions pendant ces années, et ces questions, je vous les soumets également. Très bien pour faire cette transition verte, très bien pour permettre, grâce à ces ressources, compte tenu de leurs propriétés chimiques, d'accélérer cette transition verte, mais ces métaux rares, on va aller les chercher où? Et est-ce qu'il va y avoir un coût environnemental, social, humain, sanitaire, pour sécuriser l'accès à ces métaux, pour les extraire, pour les raffiner, pour les truffer dans les technologies vertes? Est-ce que des États pourraient tenir le marché de ces métaux au XXIe siècle de la même façon que l'Arabie Saoudite a pu, grâce à son leadership sur le pétrole au XXe siècle, en tirer un avantage économique que l'on sait, avec les conséquences géopolitiques que l'on sait? Est-ce que dans un monde sous tension, où nous serons demain 8, 9, 10, 11 milliards, avec une classe moyenne venue des pays émergents qui va être toujours plus avide de consommation, est-ce que dans ce monde sous tension, il pourrait y avoir des risques de pénurie d'approvisionnement et peut-être des guerres qui pourraient se déclencher parce que certains États voudront sécuriser les approvisionnements de ces métaux rares avant le voisin, de sorte que nous puissions jouir de toutes ces technologies de l'énergie et ces technologies matérielles. Et si on regarde la transition énergétique, et si on regarde cette transition numérique qui vient accélérer la transition énergétique sous l'angle de ces ressources, sans lesquelles ce monde vert, ce monde dématérialisé n'existerait pas, eh bien en fait c'est un tout autre paysage de cette transition, très loin des discours marketing, très loin des discours des industriels, très loin des discours des politiques qui s'offrent à nos yeux, et c'est de cette contre-histoire, c'est de ce miroir inversé dont je voudrais vous parler, et pour vous en parler, je vous emmène voyager. Et je vous emmène là. Et là, c'est plus précisément dans la province de Heilongjiang, dans la ville de Liu-Mao, au fin fond de Heilongjiang, à la frontière avec la Russie, que je me trouve, il y a quelques mois de cela, en avril, parce que je réalise le documentaire du livre pour la chaîne Arte, ce sera diffusé l'année prochaine. Et donc je vous demande de ne pas prendre de photos des images que vous voyez là, parce que c'est des captures d'écran, de vidéos qui vont être diffusées l'année prochaine. Et donc je vous les réserve à vous, mais il ne faut pas qu'elles soient sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que l'on voit lorsque l'on est dans les mines de graphite, qui est un minerai dont on a besoin dans les batteries de voitures électriques, il en faut 50 kilos. Comment est-ce qu'on extrait du graphite dans la province de Heilongjiang, qui est la principale zone d'extraction de graphite de la planète? Eh bien, une mine, ça ressemble à ça. Donc c'est une photo prise de drone, c'est une capture d'écran. Que voit-on? On voit une mine.
Mais comme vous savez, nous n'avons pas forcément l'habitude de voir ce type de paysage en France. Il y a des carrières en France, mais pas de mines. Ces paysages nous sont un petit peu souvent étrangers. Voilà à quoi ressemble une mine dans laquelle on extrait la roche qui permet ensuite, une fois raffinée, de faire du graphite, avec notamment cette nappe phréatique que vous voyez en fait apparaître parce qu'ils ont creusé sous la nappe phréatique, et puis ces espèces de tentacules, ces chemins vers lesquels qu'empruntent des camions pour transporter la matière vers les usines. Vous avez également des paysages comme ceci, avec en fait des rebuts d'industrie minière et métallurgique qui sont directement déversés dans les campagnes. On y voit des hommes qui travaillent. Alors on ne peut pas les approcher, je filme de manière clandestine, et je ne suis pas habillé comme ça pour être en Chine, et je n'ai pas dit aux douaniers en arrivant à Pékin que j'allais me rendre dans les mines de graphite, donc on a du mal à les approcher. Ce que l'on voit quand même, c'est des hommes qui travaillent complètement couverts. Pourquoi ? Parce que le graphite, c'est une poudre, comme celle-ci, qui recouvre les mains, j'espère que vous voyez bien parce que c'est un peu noir sur noir, et c'est une poudre en fait qui pénètre tous les pores de la peau si jamais vous ne vous protégez pas, et si vous respirez cette poudre-là, vous êtes susceptible d'avoir un certain nombre de maladies, et les poumons deviennent de la pierre, comme disent ces hommes qui travaillent dans les usines. On a pu rentrer dans les usines, et donc vous avez une situation environnementale et sanitaire qui n'est pas chiffrée, mais dont on devine quand on en parle avec les gens et avec leur ressenti subjectif que c'est une situation sanitaire et écologique qui est particulièrement difficile et pénible pour eux. Et puis vous avez ces sacs de graphite qui sont prêts ensuite, une fois le graphite raffiné et stocké dans des sacs de 25 kg, qui sont prêts à partir vers les 4 coins du monde. À la même période, je me trouve là, à Baotou, qui est la capitale économique de la Mongolie intérieure. Et à Baotou, on raffine, on extrait et on raffine des terres rares. C'est la fameuse néodyme que vous avez dans votre téléphone portable. Le néodyme est une terre rare. Et comment ça se passe le raffinage de néodyme là-bas ? Comment ça se passe le raffinage des terres rares ? Eh bien, ce sont des immenses usines, paysages dont on n'est pas forcément habitué lorsqu'on vit en France, peut-être autour de l'étang de Berre, mais sinon c'est des paysages qu'on ne voit pas habituellement, de ces gigantesques usines de raffinage qui permettent de transformer le minerai en métal, et c'est un processus qui consomme beaucoup d'eau. Et l'eau, pendant le processus, se charge en produits chimiques, elle se charge en rebuts, en métaux lourds, et l'eau qui sort de ces usines-là, une fois qu'elle a servi à raffiner les terres rares, il faut la traiter. Mais nous sommes en Chine, et en Chine, le traitement, ça ressemble plutôt à ça. Il n'y a pas de traitement. En fait, on rejette directement l'eau dans des lacs de rejet toxiques. L'eau est déversée sans arrêt, elle pénètre les nappes phréatiques de ce lac artificiel rejoignent les nappes phréatiques du fleuve Jaune qui est juste attenant. Les gens autour vous parlent de cancer, vous parlent de maladies des os de verre, etc., etc. C'est totalement apocalyptique là-bas, c'est vraiment apocalyptique. C'est extrêmement impressionnant d'être là-bas. Je n'ai pas eu souvenir souvent dans mes précédents voyages, et ça fait quand même une dizaine d'années que je voyage pour ce métier, souvenir d'avoir eu des images aussi impressionnantes, des images de pollution aussi impressionnantes que précisément à Baotou. Donc voici un petit peu pour le tableau de l'extraction de ces minerais, sans lesquels, je vous rappelle, il n'y a pas de technologie verte. On veut tous éviter ça. On veut tous éviter... pardon, excusez-moi. Ça, c'est... pardon, j'ai sauté une slide. Il ne faut pas oublier que dans le processus de raffinage et tout processus industriel, on a besoin d'électricité. Et l'électricité en Chine, elle est produite à 72% à partir du charbon et du pétrole. Et donc ce processus-là génère naturellement du CO2 parce que ça fait intervenir des centrales électriques à base qui fonctionnent avec du charbon. Donc cette image n'est pas la mienne, mais elle vous dit que dans ce processus industriel, il y a nécessairement des rejets de gaz à effet de serre et on veut tous éviter ça, c'est-à-dire qu'en fin de vie, ces technologies se retrouvent au fin fond de l'Afrique où des petits-enfants vont chercher des petits morceaux de métal dans des écrans cathodiques ou des vieux téléphones portables pour les revendre sur le marché noir. Et pour éviter ça, il faut recycler. Et il faut qu'un téléphone portable serve à produire un autre téléphone portable. Et il faut qu'un panneau solaire serve à fabriquer un autre panneau solaire. Et comme je vous ai dit, recycler, ces technologies contiennent des métaux qui sont mélangés, qui sont alliés les uns aux autres dans des alliages, et pour les recycler, il faut les désallier. Je prends un exemple. Peut-être que ce week-end, vous allez inviter des amis à dîner chez vous, et vous allez leur faire un gâteau au chocolat. Et vous allez prendre tous les éléments constitutifs, les ingrédients d'un gâteau au chocolat, le beurre, le sucre, la farine, les œufs, et vous allez faire ce gâteau.
il ne va pas être terminé à la fin du dîner, il va pourrir quelques jours, rester à l'air sur votre frigidaire, et vous allez le jeter. Et là, vous allez dire, non, en fait, je ne vais pas jeter mon gâteau au chocolat, je vais recycler mon gâteau au chocolat. Ça, je vais reprendre de ce qui me reste, je vais essayer de retransformer ce gâteau, et d'en ressortir, de le transformer en tous les éléments qui le constituent à l'état brut. Donc je vais en refaire, je vais réussir à extraire de ce gâteau qui me reste le beurre, le sucre, la farine, les œufs, et avec ces ingrédients reconstitués à l'état brut, je vais pouvoir faire un nouveau gâteau au chocolat recyclé. Eh bien, bon courage les enfants. Vous n'allez pas recycler ce gâteau, et de la même façon, un industriel ne va pas recycler les métaux rares, parce qu'en fait, c'est aussi compliqué pour lui de les recycler que pour vous de refaire un nouveau gâteau au chocolat à partir du premier. Et donc, comme ces alliages sont tellement complexes, comme dans un aimant de votre téléphone portable qui fait la taille de l'ongle de mon auriculaire, vous avez 3 métaux, tout ça c'est broyé, c'est brûlé, ça termine dans des ronds-points fondus dans du béton. Et donc, en réalité, on ne recycle pas. Et donc, si vous regardez ce tableau, qui est un tableau des Nations Unies, qui nous dit qu'est-ce qu'on recycle aujourd'hui comme métaux ou comme éléments de la table de Mendeleïev, eh bien, ce tableau nous dit qu'il y a des choses qu'on recycle très bien. Le manganèse, le fer, le nickel, le cuivre, le zinc sont des métaux qu'on recycle très bien. En France, on recycle très bien le plomb à 99%, donc on sait vraiment très bien faire. Et puis il y a tout un tas de métaux qu'on ne veut pas recycler. On sait faire, mais comme c'est très compliqué, ça coupe un peu. Comme c'est très compliqué, eh bien, on préfère ne pas les recycler, et on y retrouve toutes les terres rares, et plein de métaux rares, comme le lithium, le beryllium, le scandium, je crois que c'est le gallium, etc., etc., et notamment votre petit néodyme, qui est là, et l'indium aussi d'ailleurs. Je l'ai vu quelque part, l'indium, le 49. L'indium, c'est la fameuse poudre qui recouvre les écrans de votre téléphone portable. Donc vous voyez qu'on ne les recycle pas. Donc quand on parle de technologie verte, je suis volontiers, en tant que citoyen, enclin à souhaiter cette transition-là, et j'y reviendrai, je vous dirai pourquoi est-ce qu'il faut faire cette transition, mais il y a quand même des paradoxes qu'il faut bien mettre en évidence lorsque l'on va sur le terrain et lorsqu'on se désintoxique du discours ambiant sur la question. Parce que pour faire du propre, il faut faire du sale. Et il n'y a pas de propre sans sale. Simplement, le sale, on ne le voit pas. Il est ailleurs, et pour cette raison, on croit qu'on est propre, alors qu'en fait, la pollution, elle a été émise, produite, générée, durant la phase de production des technologies vertes, et éventuellement durant la phase de recyclage, si recyclage il y a. On ne fait pas de renouvelables sans matériaux non renouvelables. Le stock de minerais, il est sous nos pieds depuis 4 milliards d'années, et il ne bougera pas, et il ne sera pas reconstitué. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi ce paradoxe-là dont on ne prend pas conscience. Yannick Jadot dit régulièrement il faut se sevrer des pays producteurs de pétrole et de charbon et il faut devenir dépendant du soleil et du vent. C'est l'affirmation politique la plus inepte des 10 dernières années. Parce qu'on n'est pas dépendant du soleil et du vent, on est dépendant de matières qui ne sont pas renouvelables, contrairement au soleil et au vent, et dans lesquelles nous n'allons pas cesser de taper un stock qui est donc par définition épuisable. Paradoxe encore, plus c'est vert, plus c'est complexe, et plus c'est difficile à recycler. Et donc tous ces modèles d'économie circulaire dits durables sont en réalité rendus plus difficiles par le fait que nous avons affaire à des technologies vertes. Et un dernier paradoxe pour vous surtout, le virtuel c'est avant tout du matériel, c'est avant tout de la matière. Et on oublie souvent que derrière cette infrastructure qu'on appelle Internet, avec ses data centers, ce cloud, en réalité, il y a beaucoup de matières premières, il y a des câbles qui courent les océans pour relier les continents à l'Internet, il y a des data centers, des routeurs, des interfaces, des objets connectés, et tout ça, c'est énormément de matière, c'est énormément d'électricité, et c'est aussi énormément de gaz à effet de serre. Et notez bien, ce serait presque l'objet d'une autre conférence, mais Internet, Internet, le digital en général, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. 4%, c'est 2 fois plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. 2 fois plus pour le secteur du digital. Donc il n'y a pas d'Internet immatériel, l'immatériel est tout à fait tangible. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Ce monsieur est un cosmonaute, Sergueï Krikalev, qui est célèbre parce que dans les années 90, il a passé près de 10 mois dans l'espace, il détient le record de l'homme qui a passé le plus de temps dans l'espace. Et il ne le voulait pas, c'était pas prévu comme ça, mais en fait, quand il était là-haut, il s'est passé beaucoup de choses en bas.
Vous vous rappelez, il est parti, il était soviétique, et il est rentré, il était russe. Il est parti, il y avait un empire, il est rentré, il n'y avait plus d'empire. Il avait un autre président. En fait, il est parti, il a quitté un monde, il est revenu, et c'était un autre monde qui l'a foulé des pieds dans une steppe kazakh. Vous et moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, nous sommes toutes et tous dans cet amphithéâtre des Sergueï Krikalev. Parce que nous sommes rentrés ici, le monde était vert, et nous allons quitter cet amphithéâtre, et le monde n'est plus vert. Il est de toutes les couleurs que vous voulez, mais il n'est pas vert. C'est pas vrai. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là pour que je manque de telles évidences qui sont sourcées, photographiées? C'est la réalité. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Comment ça se fait que je n'ai pas lu ça à la une d'un grand journal du soir ou éventuellement au journal de 20 heures d'une grande chaîne de télévision? Et pour répondre à cette question, je vous emmène là, aux États-Unis. Cette mine de Mountain Pass en Californie était la plus grande mine de terres rares de la planète dans les années 80. Simplement, c'était polluant. Et les Américains, qui produisaient ces métaux rares pour le reste de la planète, décident de fermer la mine. Le métal, qui était extrait par Molycorp, il faut ensuite le raffiner dans une raffinerie comme celle-ci. Et cette raffinerie, eh bien, qui détenait le leadership du raffinage des terres rares dans les années 80 et 90, c'était nous, c'était les Français. C'était l'entreprise Rhône-Poulenc qui est Solvay aujourd'hui. Et Rhône-Poulenc assume une partie du raffinage de ces terres rares, de la même façon que les pays occidentaux ont une activité minière et métallurgique beaucoup plus développée dans ces années-là qu'aujourd'hui. Simplement, c'est très sale. Et c'est tellement sale que Rhône-Poulenc, devenu Rhodia entre-temps, avant de devenir Solvay aujourd'hui, eh bien, Rhodia décide de fermer une grande partie de ses activités de raffinage de terres rares à La Rochelle. Et donc nous avons deux entreprises qui sont emblématiques de ces métaux, qui en fait ferment leur activité, mais ça ne voulait pas dire qu'on allait cesser de consommer ces matières premières pour la technologie numérique qui allait apparaître dans les années suivantes, et a fortiori pour les technologies vertes. Et donc en fait, on se tourne vers un pays qui est capable de fournir ces minerais à notre place. Et je vous emmène à nouveau dans les mines de graphite, etc., etc., etc. Dans ces années-là, dans les années 80, vous avez un leader visionnaire, Deng Xiaoping, qui mise une grande partie du développement de son pays sur l'industrie. Il se trouve que la Chine a des réserves colossales de ces métaux rares. À l'époque, elle ne les exploite pas vraiment, mais elle sait qu'elle a des réserves. Et d'un côté, nous ne voulons pas de la pollution générée par ces matières premières, et de l'autre, nous avons besoin de ces métaux, et la Chine, elle, a besoin de s'enrichir, de rattraper 2 siècles de retard, depuis, enfin un siècle et demi, depuis les traités inégaux. Et naturellement, les Chinois nous disent, mais venez, si vous fermez vos usines, ne vous inquiétez pas, si vous fermez vos mines, autant de mines vont ouvrir en Chine, et donc ce qui vous manque d'un côté, nous allons vous le fournir de l'autre. Vous ne voulez pas de la pollution, pour nous Chinois ce n'est pas un problème, nous disent-ils à l'époque. Ils s'en mordront les doigts, mais ils ne le savent pas encore. Et vous et nous allons pouvoir nous enrichir en fournissant ces minerais à bas prix, mais c'est le prix à payer pour espérer s'enrichir. Et nous étions trop contents. Tout le monde était trop content avec cette espèce de deal, cette espèce de mondialisation naturelle, entre d'un côté ceux qui allaient produire ces minerais à bas coût, dégueulasser leur environnement pour nous fournir des minerais propres, et d'un autre côté les acheteurs, les pays occidentaux, qui achèteraient ces minerais purifiés, les mettraient dans leur technologie verte et diraient « Regardez comme nous sommes devenus écolos ». En fait, le monde s'est organisé, permettez-moi d'être cash, entre d'un côté ceux qui sont sales et de l'autre côté ceux qui font semblant d'être propres. Nous avons délocalisé nos emplois, nous avons délocalisé nos mines, nos usines, et avec cela, nous avons sciemment délocalisé la pollution des technologies vertes et des technologies numériques. Et donc, pour répondre à la question si nous sommes tous des Krikalev, c'est parce que cette pollution, on ne la voit pas. Parce qu'elle est à 10 000 km de nous, dans des zones où personne ne va, où rares sont les personnes qui y vont, surtout des étrangers. Et donc on ne voit pas cette pollution, elle est effacée, elle a disparu de nos regards, et donc on ne perçoit pas cette pollution-là, et c'est ainsi qu'on n'a pas conscience des revers du verre. Alors, vous comprenez que cette situation, elle engendre des enjeux économiques, c'est là qu'on bascule peut-être plus sur votre partie, mais elle est très intéressante cette carte parce qu'elle nous dit, compte tenu de cette logique de spécialisation minière, l'Europe doit aller chercher ses approvisionnements en ces métaux dans des endroits bien particuliers. Et on voit apparaître tout un tas de pays producteurs, mais surtout ce qu'on voit à l'Est, c'est la Chine qui produit la majorité de ces métaux. Et elle produit, vous voyez, 95% pour certains de ces métaux pour les besoins de l'Europe.
Et en fait, qu'est-ce que peut faire un pays lorsqu'il détient la majorité de ses approvisionnements en métaux rares pour le reste du monde, surtout si ce pays, la Chine, a envie d'être à nouveau première puissance mondiale. Et la Chine, en réalité, garde ses métaux pour elle-même, elle conserve le minerai, et elle veut garder le minerai pour développer ses propres technologies. La Chine nous dit, vous, Français, vous ne faites pas du raisin, vous vendez du vin. Enfin, vous faites du raisin pour vendre du vin. Eh bien, nous, on ne va pas vous vendre de métaux rares, on va vous vendre des technologies vertes. Et c'est ainsi que la Chine, depuis 20 ans, remonte la chaîne de valeur, cesse de nous vendre ses minerais, de moins en moins, pour les conserver, pour fabriquer ses propres technologies. Et nous sommes venus en Chine pour avoir ces métaux, mais d'abord, ça fait 20 ans qu'on vient en Chine, parce que le yuan, ou 30 ans, parce que le yuan est dévalorisé, parce que la main-d'œuvre est pas chère, parce qu'il y a un gigantesque marché intérieur qui permet de faire des économies d'échelle. Mais nous avons accéléré nos délocalisations d'usines vers la Chine, parce que nous avions besoin de la matière première. Et comme nous sommes venus pour avoir besoin de la matière première en Chine, nous sommes venus avec les technologies que les Chinois ont apprises. Et ils ont été capables d'apprendre de l'Occident et de produire eux-mêmes leurs technologies vertes. Et c'est ainsi que la Chine aujourd'hui, c'est 30% de la capacité mondiale installée des éoliennes. C'est 60% de la production mondiale de panneaux photovoltaïques. C'est 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques. C'est un composant essentiel des voitures électriques. Et si la Chine produit tout ça, elle produit naturellement la voiture. Et ne vous étonnez pas que dans quelques années, on voit apparaître des voitures électriques, non plus sur le marché chinois, mais sur les marchés européens, parce que la Chine se lance à l'assaut du monde avec ces nouvelles technologies de mobilité pour lesquelles elle a la matière et la technologie. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de préservation de nos équilibres économiques, notamment dans le secteur de la mobilité, qui est très important en Europe, si nous n'avons pas la matière en Europe et si nous n'avons pas la technologie, ou en tout cas nous n'avons pas une technologie aussi avancée que celle des Chinois sur ce secteur précis-là. Dernier point immense, gigantesque, vertigineux. Qu'est-ce qu'on fait avec nos modes de consommation ? Est-ce qu'on change de technologie ou est-ce qu'on évolue avec les usages? Et ça, c'est des vraies questions qui ne sont pas juste technologiques, c'est des questions qui concernent nos modes de consommation. Et c'est là que la transition énergétique devient une transition qui est culturelle. Et c'est une très difficile question parce que ça nous montre aussi que l'on n'est pas d'accord sur la notion de transition écologique. Si je vous dis, est-ce que vous voulez la transition écologique? A priori, tout le monde, enfin, il y a une grande unanimité autour de cette notion de transition. Mais si je vous dis de quelle transition avez-vous envie, en fait, tout d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a dans cet amphithéâtre des personnes qui ont... il y a autant d'avis différents sur cette transition qu'il y a d'étudiants dans cette salle. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont être d'un côté du spectre en disant, pour moi, la transition énergétique, écologique, c'est une transition du business as usual, et on va juste changer une technologie par une autre, et ça va faire l'affaire. C'est respectable. Et d'un autre côté du spectre, vous allez avoir des gens qui vont dire, moi, ma transition écologique, eh bien, c'est d'aller chausser des sabots et d'aller planter des tomates bio dans une ZAD, ce qui est parfaitement légitime. Et entre les deux, vous avez une infinie nuance d'options pour cette transition écologique qui exprime et qui reflète des offres politiques différentes, des schismes politiques qui vont se cristalliser dans les prochaines décennies, parce que, eh bien, nous allons voir que cette transition elle est très politique et qu'elle offre une infinie variété de solutions différentes pour lesquelles on n'est pas d'accord. Regardez juste les gilets jaunes, c'est les premiers désaccords sur la transition énergétique. C'est qui va payer? Qui va payer pour cette taxe carbone qui permet de faire des éoliennes? Ah ben, ce ne sera pas moi qui paiera, ce sera quelqu'un d'autre, et je sors dans la rue. Donc vous voyez, sur cette question juste de la répartition de l'effort financier, ce que ça peut générer comme trouble, comme tension, qu'est-ce que ça va être lorsqu'il va être question de répartir les efforts, autres que financiers, et lorsqu'il sera question de nos modes de consommation. Moi, je pense qu'on est un peu lost in transition, en fait. Et je pense que c'est des choses dont on va mieux prendre conscience à mesure que le débat va s'affiner. Et c'est pour ça que je vous laisse devant cette question immense, mais passionnante. Et vous, quelle est votre transition à vous ?